personnage. Ben, en fait, Tin, c'est une fille quand même timide. Très, très timide. Quand même très timide. Mais, genre, durant le film, elle explore sa nouvelle vie au Québec et sa timidité, elle s'en va un petit peu. Oui, Et absolument. elle devient, ben, après ça, il y a pas mal d'années, ça devient 40 ça. ans, ça devient ça. Ça devient ça. Ça part de vraiment timide à Kim. Voilà, c'est le Québec, en fait, qui vous transforme. Oui, je suis née timide, extrêmement timide, exactement comme dans le film. Mais comme vous avez pu voir, les Québécois nous entouraient, nous donnaient tellement d'amour, tellement d'affection, et la culture québécoise est tellement ouverte et accueillante et tout. Eh ben, voilà. 40 ans plus tard, avec toutes les rencontres, tout l'apprentissage, ben, je suis devenue plus, je pense, plus québécoise que québécoise. Hein. Les Québécois sont peut-être un peu moins exubérants que moi, mais ils m'en ont trop donné. Et, et maintenant, je peux plus changer. Je crois que toute vérité a plusieurs vérités. Il n'y a pas qu'une seule vérité. Déjà, quand je raconte l'histoire du camp, je vous donne un exemple. L'histoire du camp, moi, je voyais le camp à partir de mes yeux de petite fille, mais mes parents voyaient le camp complètement autrement parce qu'ils avaient d'autres inquiétudes que les inquiétudes d'une petite fille de 10 ans, n'est-ce pas? Donc, ma description du camp était certainement et est certainement imparfaite, ou sinon très, comment dire, ne représente que une petite partie. Et je me suis donné la liberté de ne raconter qu'à partir de mon point de vue, c'est-à-dire un point de vue imparfait, un point de vue tout petit sur une très grande réalité. Alors, dans ce cas-là, est-ce que c'est encore la vérité? Quand on ne réussit que raconter une petite partie. Par exemple, oui, comme si je ne décrivais que maman. Vous connaissez très bien maman. C'est vrai qu'elle m'appartient, cette main-là, mais il manque tout le reste. Et donc, le livre, évidemment, en 150 pages, même pas 140 pages, c'est impossible de tout décrire. Et un film non plus, en 2 heures. Donc, nécessairement, dans le travail d'écriture ou le travail d'en faire un film, on doit faire des choix sur les vérités qu'on veut montrer ou qu'on veut partager. Je vous ai donné une réponse très intellectuelle, mais en même temps, la vérité, c'est que je me suis assise, j'ai écrit les histoires qui émergeaient sans chercher vraiment sans chercher la cohérence entre ces histoires-là. Et je crois que, voilà, l'art nous donne cette possibilité de ne pas toujours chercher la cohérence, de seulement laisser les choses venir et de trouver un sens par la suite, dans mon cas à moi, et non pas au début. En gros, ben moi, je voulais vraiment devenir actrice. Et ben, j'ai fait beaucoup d'auditions, mais il n'y en a aucun qui a clenché. Alors, je suis arrivée à un moment où j'étais un peu désespérée, j'étais quand même un peu tannée. Alors, je voulais plus trop faire des auditions parce que je me faisais trop rejeter puis je me sentais juste horrible, j'étais triste. Et puis mon agence, elle m'a dit, on a un dernier truc, est-ce que tu voudrais essayer? Et j'ai dit, ben, si c'est un dernier, pourquoi pas? Tu sais, un dernier, c'est pas la fin du monde. Et puis, ben, j'ai eu des callbacks à chaque fois. Et ben, j'ai eu la chance de participer dans ce film extraordinaire. Et nous, on savait dès la première audition. On n'avait pas besoin des autres auditions. C'est sûr que sont venus confirmer, mais on savait que c'était Chloé. C'était elle, personne d'autre. Il y avait aucun... en fait, l'équipe ne m'a même pas montré les autres auditions. Ils m'ont juste montré Chloé. J'ai pas vu les autres auditions, mais je disais tout de suite, c'est elle, appelez-la tout de suite, maintenant. Et là, ils ont dit non, on a quand même besoin de faire quelques auditions. C'est ça, mais j'ai fait les auditions et après ça, j'ai pas entendu pendant quelques mois. Je me suis dit, ah ben tu sais quoi, non, ça va pas fonctionner. Too bad, tu sais. Je continue avec ma vie, puis après ça, un soir, mon père me dit, mais tu sais quoi?
on a quelque chose pour toi, Chloé. T'as eu le rôle. J'ai dit, ah non, arrête de niaiser, là, c'est pas vrai, arrête. Tu sais, I'm already feeling bad enough, pas besoin. Et elle dit, non, tu veux voir le email? J'ai dit, ouais, vas-y, montre-moi. Elle a montré, j'ai dit, oh, je l'ai vraiment eu! T'as pas pensé que c'était ton Non, grand-père qui a envoyé Ouais, le courriel? Et j'ai appelé toute ma famille, j'aurais dit, hey, je vais jouer dans un film! Puis tout le monde, on était tous en train de célébrer. Et surtout que c'est un film, en fait, basé sur un livre que tu connaissais déjà, Ouais, que ta mère connaissait que déjà, ma mère connaissait. tes grands-parents connaissaient déjà. Oui, mes grands-parents connaissaient d'abord parce que au Vietnam, le livre de Kim, il est interdit, on peut pas l'avoir. Alors ma grand-mère a offert un de tes livres à ma mère et ma mère l'a lu et elle a dit oh wow, c'est une très bonne écrivaine. Elle connaissait déjà Kim depuis le Vietnam. Quand on est arrivé ici, après la première audition, je me suis dit, tu sais quoi, même si j'ai pas le rôle, j'ai envie de découvrir cette partie du Vietnam, parce que c'est quand même, ça fait partie de moi. Et j'ai écouté son livre, Ouais. vraiment écouté. Le livre audio. Oui. Et j'ai dit, oh wow. Hey, Et c'est moi, en plus, j'étais c'est toi la qui lectrice. disais. Ouais. Et donc, ouais, elle a habité, ou elle a laissé ma voix coloniser ses oreilles pendant quoi? Quand même longtemps, non, hein, ça- 2 heures, 3 heures? Je pense que c'est 1 heure et demie. Ah, c'est tout? OK. C'était pas Non, super. c'est pas si mal. Mais j'aime bien ta voix. Sa voix, c'est tout bubbly. Ah oui? Ouais. Ah, c'est bien alors. On aime ça. Et le Une rire. actrice qui me donne ouais, des compliments sur ma voix, je suis contente. Le livre est sorti en 2009 et les droits cinématographiques ont été vendus au même moment. Donc, le producteur, André Dupuis, a acheté les droits sur le champ parce que c'est lui qui a apporté les notes que j'avais à la maison d'édition. Donc, il était en fait le premier lecteur du livre. Et puis, on a pensé au film, mais moi, je n'y croyais pas vraiment parce que je ne connaissais pas. Je ne savais pas ce qu'il fallait, en fait, pour faire un film. Et donc, oui, c'était presque un genre de rêve éveillé entre André et moi. Donc, il me parlait des réalisateurs, des films à aller voir pour me demander qu'est-ce qui me plaisait et tout ça. Mais je pensais que c'était par amitié. On allait manger pour se faire plaisir. Et puis un jour, comme ça, il m'a envoyé un mail avec un clip de Charles-Olivier Michaud. Et en 2 minutes, vraiment, littéralement, en 2 minutes, je me suis dit, c'est la bonne personne. Je l'ai invité tout de suite le lendemain. Non, il était 2 heures du matin, donc la même journée, quelques heures plus tard. Elle est venue, on s'est parlé pendant 8 heures. La veille de Noël. Oui, le 23 décembre. Et je ne savais pas quel était le travail d'un réalisateur. Sincèrement, je n'avais aucune idée. C'était un univers étranger pour moi. Mais j'avais pas besoin de le savoir parce que j'aimais qui il était. Et j'étais sûre que qui il était, il serait capable de faire le film. Ou sinon, il ferait un film qui me parlerait. Et non, j'ai jamais demandé à aller sur un plateau où il travaillait pour connaître son travail, sa façon de faire. Rien. Et j'ai pas cherché non plus à dire, qu'est-ce qu'un réalisateur fait? Aucune idée. J'ai juste suivi. Je faisais à peine la différence entre le scénariste et le réalisateur. Mais ça fonctionnait pas parce que les deux travaillaient très bien ensemble. Donc, ils se sont même retrouvés à Costa Rica ensemble pour travailler sur le film. Donc, pour moi, la ligne se traçait où? Je connaissais pas la différence entre les métiers et le producteur aussi parce que André parlait aussi du film. Je le vois comme ci, je le vois comme ça. Et l'autre, non, je pensais que c'était bon, voilà, comme sur un terrain de foot, tout le monde joue, on est une équipe et tout le monde avait le droit de dire ce qu'il voulait. D'ailleurs, je savais pas non plus que sur un terrain, il y a un défenseur, il y a un attaquant, il y a un batteur. Enfin, vous voyez, il faut savoir.
Ben, je pense que le plus grand défi, c'était de ne pas sourire. Oui, c'est vrai. Parce que quand on disait 3, 2, 1, action, des fois, il y avait un petit sourire qui apparaissait, puis il fallait recommencer la scène. Parce que, en fait, en tant que Chloé, je suis une personne qui est très souriante et j'aime beaucoup parler. Ouais. Mais Et joyeuse. et joyeuse, je parle tout le temps, je suis en train de sourire. Mais Tine, c'est comme le contraire. Oui, absolument. Et elle parle pas, elle est timide, elle est réservée. Et Introvertie. ouais. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment fun à jouer parce que c'est pas moi que je joue, c'est quelqu'un d'autre. C'est vraiment un personnage. C'est ça. Parce que sur le plateau, elle parle à tout le monde. Tous les techniciens, tout le monde. Je les connaissais toutes. Oui, Les avec noms. leurs histoires Ouais. personnelles et tout. Et on faisait tous des danses ensemble, on faisait des... J'allais voir les machinistes surtout, là, j'aimais hang out avec eux. C'était comme groupe d'âge, Plus proche. jeune. Plus jeune. Plus proche, même s'ils avaient 20 ans, quelque chose, je me sens mal, mais parce que s'ils sont plus jeunes, je me sens très mal. Mais bon, mais j'allais parler avec des gens, mais quand il y avait 3, 2, 1, action, je tombais dans ce monde de silence. Ouais, très introverti, très solitaire en fait. Hein? Donc oui, ça c'était un grand défi. Enfin, la connaissant, c'était un grand défi. Ou sinon, c'est ce qui révèle son talent. C'est qu'elle est capable de jouer un rôle qui était complètement le contraire d'elle. Mais moi, je pensais que ton défi, c'était le froid. Parce qu'il faisait tellement froid, oh non? Oh my gosh. Il y avait des journées, on filmait dehors moins 30 ou quelque chose, avec des manteaux des années 70. C'est super mince et ils ont pas eu la technologie encore de le heat-tech puis tout ça, ça existait pas là. Alors, j'étais en train de geler. Complètement rouge. On voyait mes veines. Comme ils étaient en train d'apparaître dans ma main. Pendant que tout le monde était en manteau 2022. Ouais. J'avais un capuchon. Elle est arrivée sur le plateau avec un gros manteau immense. Avec un capuchon très grand. Immense. Et moi, j'étais là comme, est-ce qu'on peut échanger? Donc oui, ça, c'était un grand défi. Ouais. Moi, il n'y a pas de défi. Ça a été un charme tout le long. Et on m'a impliquée dès le premier jour hein, de cette aventure-là. Et on a eu la gentillesse de m'accueillir ou accueillir mon ignorance et m'enseigner en fait le travail cinématographique. Donc j'ai pu réfléchir pas réfléchir avec le scénariste, mais discuter avec lui. Il me posait beaucoup de questions sur les silences du livre. Et donc, on a que discuté et eux, ils m'expliquaient un peu comment ils fonctionnaient, mais je n'avais même pas besoin de savoir parce il suffisait d'être un peu patient pour voir comment le gâteau se faisait, quoi. Et donc, c'était tellement agréable de passer d'un département à un autre. Donc, après le scénario, après le réalisateur, il y avait la directrice artistique qui s'ajoute, les costumes qui s'ajoutent, le son, les accessoires. Le décor. Donc, oui. Donc, j'avais la chance d'apprendre un département à la fois. Et c'est devenu un millefeuille. Il y avait tellement de couches. Ouais, voilà. Il y avait Jacques Davids qui a commencé et par la suite, il a travaillé avec Charles Olivier. C'est tout. Moi, j'ai juste accompagné. On m'a donné un titre. On m'a donné un titre qui était la productrice associée. Je sais toujours pas ce que ça veut dire. Mais c'était un titre qui me permettait d'aller sur le plateau, d'être présente aux réunions et surtout quand on envoyait des courriels de convocation, de toutes sortes de choses, ben j'étais incluse. Ouais. Sinon, voilà, je n'aurais rien reçu. Et la première journée, t'étais venue et t'avais la clap. Ah oui! Oh my God, j'ai eu la chance de faire le premier coup de clap. C'était pas le premier. Non. T'en as fait 10. Elle en a fait 10. Elle savait pas quand clapper, alors elle était juste en train de
Ouvrir et fermer. Parce que je regardais pas la bonne caméra. Ben, en fait, je savais rien. Vous voyez, j'ai tout appris. Non, t'as raison, c'était pas juste une fois. C'était pas une fois, c'était plusieurs. C'était fun, c'était tellement drôle à voir. J'étais là et j'étais comme ah, moi aussi, je sais pas quoi faire. Je suis pas seule. Ouais, donc on était une belle équipe. Mhm. Ben, j'aime ça me mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre. J'aime ça pas être moi tout le temps parce que je trouve que c'est un peu poche. Un peu trop intense. Un peu too much. Comme le fait d'apprendre sur quelqu'un, ça m'intéresse vraiment beaucoup. J'aime ça parler avec des gens. Alors, en devenant quelqu'un d'autre, c'est comme si je découvrais quelqu'un et je lui parlais et elle me laissait avoir son âme. Puis, je sais pas. C'est génial, ça. Alors, moi, j'aime partager la beauté des mots, déjà. Et par la suite, les histoires de nous. Et donc, ma seule mission dans la vie, c'est partager la beauté. Et parce que je nous trouve, les humains, complètement fous, mais en même temps, extrêmement beaux. Et parce qu'on est fou, qu'on est capable d'être beau, et parce qu'on est beau, on devient fou par moments. Et c'est un peu ma mission dans la vie de nous rappeler qu'on est capable d'être grand, qu'on est capable d'être généreux, qu'on est capable d'être bon. Et pour pouvoir le faire, malheureusement, il faut parfois se mettre dans le contraste. Et très souvent, ce sont dans les extrêmes, dans les situations très difficiles, qu'on découvre le beau de nous. Alors, voilà. Donc, non, je suis juste très amoureuse des humains, en général, parce qu'on est fou, parce qu'on est complexe et plein de contradictions.